Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la protection de la nature et la préservation de l'environnement dans le département de la Haute-Marne. Nous sommes à Chaumont avec quelques-uns des administrateurs de l'association Nature Haute-Marne. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Jean-Luc Bourriou, Jean-Marie Colette, Christophe Devin, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Bourriou, vous êtes coprésident, Jean-Marie Colette administrateur et Christophe Devin également administrateur. Est-ce que l'on peut qualifier Nature Haute-Marne d'association généraliste ? Oui, association Nature Haute-Marne, alors nature et environnement, c'est vrai que on est quand même une association, on va dire, qui s'occupe généralement de tous les aspects nature et environnement sur le département de la Haute-Marne. Combien ça représente aujourd'hui d'adhérents et le grand Charles aurait dit combien de divisions ? Actuellement, on est peut-être une petite centaine. Bon, on a été jusqu'à 300. C'est clair que actuellement, le milieu militant, il est plus difficile à tenir. Donc, bon, on est dans une phase un peu descendante, c'est clair. Pour autant, Jean-Luc Bourriou, Nature Haute-Marne a été ou est une des plus anciennes associations de protection de la nature en France. Oui, bon, j'étais peut-être né, mais j'étais pas en Haute-Marne. C'est vrai que 1969, ben voilà, 50 ans que notre association, on va dire, milite, oui, fait remonter, écoute tous les problèmes liés à l'environnement. 50 ans, c'est déjà pas mal, effectivement, au niveau associatif de tenir, mais bon. Oui, Nature Haute-Marne a été fondée en 1969. Il faut se rappeler que la Société nationale de protection de la nature, qui est devenue FNE, a été fondée en 68. FNE pour France Nature France Nature Environnement. Et Nature Haute-Marne est donc sûrement des plus vieilles sociétés de protection de la nature en France. Elle a été créée par des gens une émanation, si on peut dire, de la Société de sciences naturelles, donc par des scientifiques au départ. Alors ça c'est intéressant, ce que vous dites, Jean-Marie Colette, par rapport au fait que au départ, on est plutôt sur de l'histoire naturelle, sans être forcément des militants de la protection de la nature, il y a 50 ans en tout cas. Je pense que l'un ne va pas nécessairement sans l'autre. C'est des gens qui étaient, je vais les citer, Jean-Claude Rameau, qui est connu, je dirais mondialement, et qui a été professeur ici à Chaumont et qui est devenu professeur à l'ENGREF à Nancy et qui a parcouru le monde entier. l'ENGREF, École nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Jean-Marie Royer, qui est professeur agrégé de biologie, je pense, et qui habite toujours Chaumont. Alors Jean-Claude Rameau est décédé il y a peut-être maintenant 5-6 ans. Et troisième personne, Claude Kossura, qui était, si je me souviens bien, hydrogéologue. Et c'est des gens qui ont manifesté leur désaccord face notamment à l'époque au remembrement. Les remembrements qui commençaient dans notre région, après l'ouest de la France, à détruire tout ce qui était l'agriculture ancienne, les haies, les fossés qu'on recreuse, le recalibrage de rivières, de ruisseaux. Et puis contre les enraisinements. Donc c'est la période du FFN, Fonds forestier national, qui octroyait des moyens aux forêts privées et publiques pour transformer les peuplements diversifiés, feuillus, notamment de la Haute-Marne, parce que nous sommes en Haute-Marne, pour pratiquer des enraisinements sur des dizaines, des centaines d'hectares. Et à ces pratiques d'enraisinement, il y avait aussi l'utilisation de défoliants, parce qu'il fallait détruire la végétation herbacée et concurrente ligneuse. Donc par hélicoptère, il y a eu des défoliants qui ont été épandus en Haute-Marne et ailleurs. Donc je pense que ces scientifiques à l'époque avaient aussi une très grande fibre, bien sûr, environnementale, en tout cas pour la nature. On est en 1969 à ce moment-là. C'est
précurseurs, ou en tout cas ces pères fondateurs de l'écologie, en Haute-Marne en tout cas, sont perçus comment à ce moment-là? Très mal. Je vais citer un quatrième personnage, Jean-Marie Rollet, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui racontait par exemple que à une des premières foires expositions qui avait lieu à l'époque, dans les années 70, Nature Haute-Marne avait un stand sur cette foire exposition, c'était à Chaumont, et bien sûr à l'inauguration, le préfet, toutes les huiles, etc. Et il me semble que c'est le préfet, quand il est passé devant le stand de Nature Haute-Marne, qui était tendu de bâches noires, et il y avait peut-être un cercueil au milieu du stand. Il a eu une réflexion assez désobligeante pour ses... Je ne sais pas s'il a utilisé le mot d'écolo à l'époque, si ça se disait déjà, mais voilà, c'était très mal perçu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jean-Marie Colette, que les choses aient beaucoup changé, d'une part sur l'état de la nature en Haute-Marne et sur la perception des citoyens de l'urgence de protéger cet environnement? Oui, je pense qu'il y a un paradoxe, puisque il y a de nombreuses associations qui se sont créées depuis la grande loi de 1976 sur la protection de la nature. Mais on ne sent pas les choses avancer à notre goût et à notre perception de ce que peut être la nature et notre façon de vivre avec. Je citerai un cas, on est intervenu à Chaumont, il y avait des travaux de rénovation d'un quartier qui s'appelle La Rochotte, et le plan prévoyait d'abattre 140 arbres, des tilleuls principalement, et il était prévu dans cette rénovation d'en replanter 150. Et pour l'adjoint de la mairie de Chaumont, c'était très positif, alors qu'on lui a expliqué que les arbres qui étaient là, ils avaient une quarantaine d'années, ils avaient été plantés à l'origine de ces quartiers de HLM, et que d'aller les tuer pour en replanter 10 de plus, ça peut pas être positif, parce que ces arbres-là vivent, emmagasinent du carbone, font de l'ombre aux voitures, offrent un cadre agréable aux habitants. Et certains nous ont dit ils habitaient là justement à cause de cette verdure. Et voilà. Donc, et le propos qu'il a pu tenir aussi, c'est qu'on a eu des réunions sur le terrain, puis en mairie avec ces gens-là, et cet adjoint a dit mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Et moi, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'on parle d'écologie, de protection de la nature, d'environnement, de biodiversité, de gestion durable. Et je ne sais pas où ils ont la tête, dans les chiffres peut-être, et nous, on l'a dans les feuilles. Chacun son truc. Je vais être un peu brutal, Jean-Marie Colette, et on va rester avec vous puisque vous avez le micro. 50 ans d'action Nature Haute-Marne, et puis de telles réactions de la part d'un élu qui a peut-être aussi, qui est peut-être pas forcément beaucoup plus âgé que Nature Haute-Marne. Ça veut dire quoi, 50 ans, les constats d'échec? Non. Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'échec. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des pétitions comme l'affaire du siècle, comme les coquelicots, nous voulons des coquelicots. Il y a tout un mouvement qui se met en place depuis 10, 15 ans, 20 ans maintenant. On s'aperçoit que le réchauffement, en tout cas le changement climatique est là. On le vit complètement. De multiples exemples montrent que la nature le subit, ou en tout cas évolue avec. Les arbres qui fleurissent plus tôt, les vendanges qui se font un mois plus tôt, etc. Donc tout ça, ce sont des données qui sont visibles par tout le monde en fait. Sentiment d'échec dans le sens où les exemples que je citais pour ces arbres, on a réussi à en sauver quoi, une dizaine peut-être. Ça ne représente que 150 arbres, 130 arbres qui ont été tués. Je dis tués parce qu'il n'y avait aucune raison de les couper. On pouvait faire autrement pour aménager tous ces espaces en centre-ville. Et non, je pense qu'on a évolué sur certains sujets, sur d'autres, on a beaucoup reculé. On n'a pas avancé du tout. On a régressé. Exemple, l'agriculture. On
on peut voir des prairies naturelles qui sont encore retournées. Jean-Luc, on peut en parler plus savamment que moi, mais il y a encore un préfet qui disait il y a 5-10 ans, oh, mais on ne retourne plus les prairies maintenant en Haute-Marne. Jean-Luc a des photos, il pouvait montrer, preuve à l'appui, qu'il y avait des charrues qui étaient en train de retourner les prairies. Les remembrements se font toujours avec un petit côté vert, je dirais verdâtre, mais il n'y a quasiment aucune haie de sauvée encore dans les campagnes qui sont encore en remembrement depuis... certaines communes sont remembrées 3 fois depuis 40-50 ans. Les drainages existent toujours dans les champs. Bon, je ne veux même pas parler des pesticides qu'on épand dans les champs. Il y en a toujours partout. On parle du glyphosate, etc. On n'a pas progressé. On est toujours dans une agriculture productiviste, et je dirais c'est même plus une agriculture, c'est de l'industrie agricole. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Les pesticides sont arrivés et par malheur tout est pollué. L'air et les champs contaminés et les baumes stérilisés. Les pesticides, c'est du suicide. Fini les légumes de naguère. Fini les légumes de naguère. Les vers de terre sont en enfer. Les vers de terre sont en enfer. Pour produire plus, on tue la terre. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique. Faites attention, ils sont partout. Dans les brocolis, dans les choux, et même dans nos plus beaux cépages. Ils détruisent les espèces sauvages. Les pesticides, c'est du suicide. Fini les truites de naguère. Fini les truites de naguère. Elles sont polluées toutes nos rivières. Elles sont polluées toutes nos rivières. Pour produire plus, on tue la mer. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique. Des herbicides dans les jardins, des fongicides sur le raisin, insecticides dans les maisons. Nous avons perdu la raison. Les pesticides, c'est du suicide. Fini l'air pur de naguère. Fini l'air pur de naguère. C'est la misère. Pour nos poumons, c'est la misère. Pour produire plus, on pollue l'air. Le tout chimique, c'est fantastique. Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique. Les OGM vont arriver et par magie tout va changer. On va nourrir toute la planète. Les marchands de graines sont à la fête. Les pesticides, c'est du suicide. Fini les légumes de naguère. Fini les légumes de Les naguère. abeilles, c'est la galère. Pour les abeilles, c'est la galère. Et pour nous tous, c'est le cancer. Nous sommes toujours au siège de l'association Nature Haute-Marne avec 3 des représentants, des administrateurs, Jean-Luc Bourriou, coprésident, Jean-Marie Colette et Christophe Devin, tous 2 administrateurs. Et précisément, Jean-Luc Bourriou, vous vouliez revenir sur le propos précédent de Jean-Marie Colette. Oui, donc pour, je dirais, donner un peu le cadre général de l'association, 50 ans, il n'y a pas que des échecs. Parce que de toute façon, il ne faut pas se mettre la pression plus que ça. Hein. Nous, on n'est qu'une petite association, on va dire lanceur d'alerte au départ. C'est-à-dire qu'on veut, je dirais, observer, sensibiliser nos concitoyens, c'est des fois même eux qui nous sensibilisent, qui nous alertent sur un problème.
Et on réfléchit pour après aller agir, c'est un grand mot, mais bon, essayer de trouver une solution, alerter toujours les décideurs et tout. C'est donc notre simple rôle, hein. On n'a pas d'autre ambition. Je pense que donc on peut rester optimiste entre guillemets en disant qu'on existe toujours, donc on est toujours sensible et à l'écoute de toutes les atteintes à la nature. Donc, c'est notre principal rôle. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas dire qu'on soit en constat d'échec, même si on a encore du travail. Quoi. Vous êtes tous des bénévoles. Il n'y a pas de poste salarié à Nature Haute-Marne. Non, il y a eu, mais effectivement, c'est compliqué de gérer des salariés. Et d'un autre côté, on est beaucoup plus libre. Parce qu'effectivement, là, ce n'est que du bénévolat. On a tous nos limites du fait de notre engagement par rapport à notre profession. Ça, c'est vrai que ça pose vite des soucis dès qu'on commence à être militant. On a même, je dirais, une structure sans président. On a 3 coprésidents, justement, de façon à ce que le pauvre président ne se prenne pas tout, les responsabilités des attaques, parce que des fois, on va devant les tribunaux ou autres, c'est lourd. Quand il n'y a qu'un seul président, il peut y avoir des pressions qui fait que c'est insupportable. Le fait d'être 3 coprésidents, c'est plus confortable. On imagine bien. Aujourd'hui, quels sont les principaux dossiers ou les principaux axes sur lesquels vous travaillez à Nature Haute-Marne ? Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je prendrai un exemple tout simple pour sensibiliser nos concitoyens, le monde agricole notamment. Moi, j'aime bien, peut-être par timidité, prendre un oiseau qui va permettre d'aborder un milieu. Ça peut être la chevêche pour le verger, le martin-pêcheur pour la rivière. Moi, j'aime bien le milieu agricole. Et j'avais trouvé un oiseau qui spécialisé du milieu agricole, le busard cendré, qui niche au milieu des champs. Et pour ceux qui ne connaissent pas le busard cendré, exercice radiophonique, Jean-Luc Bourriou, faites-nous une démonstration imagée. Visualise le busard cendré. Voilà, c'est déjà un rapace, un petit peu une buse si on veut, sauf que c'est un migrateur qui est en fait plus africain que haut-marnais, mais il vient se reproduire chez nous pour manger nos souris dans les champs, dans les campagnols, les grillons et sauterelles vertes. Donc il a besoin d'un milieu assez riche, un milieu cultivé, enfin agricole, des grandes steppes. Donc c'est un oiseau qui parcourt la plaine 8 heures par jour à la recherche de ses proies et qui niche au milieu des champs. Et donc ça, au sol. Au sol. Donc ça, c'est la première surprise, parce que la plupart des gens, ils pensent que les buses nichent dans les arbres. Et quand on va voir un agriculteur en lui disant que dans son champ, il y a un nid de busard, là, il vous regarde avec des yeux tout ronds en disant « Vous êtes sûr de ce que vous dites là ?» Jean-Luc Bourriou, aujourd'hui encore, avec Internet, les moyens d'information, tout ce que l'on entend dire, tout ce que l'on peut lire, vous êtes encore en contact aujourd'hui avec les agriculteurs qui découvrent la biologie du busard cendré. Eh oui. C'est le côté surprenant, parce que nous, on est à fond dedans, on va dire qu'on connaît ça par cœur, et tous les ans, on découvre des agriculteurs qui n'avaient quasiment jamais entendu parler de ça, et qui pensent que, non, les bus, ça niche pas dans les champs. C'est quand même, je dirais, effectivement, surprenant. Ça montre bien qu'on a encore du travail, mais c'est passionnant, c'est le côté passionnant, parce que là, on est en contact direct. C'est grâce à un oiseau, c'est cet oiseau-là qui a choisi le champ, et nous, on va aller voir l'agriculteur, et on va découvrir un agriculteur qui est vraiment brut, et puis on est pris pour l'écolo de service, et c'est 2 mondes qui se rencontrent. Et ça, c'est intéressant. Alors, précisément, on imagine que ce busard cendré qui niche au sol, c'est pas forcément commode pour lui, et surtout pour les poussins. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes études. La moisson, elle est pour le 14 juillet. Les oiseaux arrivent au 1er mai, pondent au 15 mai. 15 juin, les jeunes commencent à pousser. Au 14 juillet, normalement, ils pourraient s'envoler. Ça allait pas trop mal il y a une 30aine d'années, sauf que des années comme 2018, en 14 juillet,
toute la moisson est finie, hein, et ça a commencé au 25 juin. Donc il y a 100% des poussins qui passent dans les moissonneuses. Donc ça, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre que c'est des populations très menacées. Des chiffres, c'est facile, hein. On avait 100-120 couples il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, il nous reste 20-25 couples sur le département. Et sans action de protection avec les agriculteurs, c'est mort, quoi. La seule raison pour laquelle cette espèce-là en particulier disparaît en Haute-Marne, Jean-Luc Bourriaud, c'est la question agricole. C'est donc une forme d'ignorance. C'est pas dû à un changement de pratique agricole, par exemple. Oh, si, c'est lié, hein. C'est pas que l'ignorance. Je pense que, je vais pris le busard cendré, c'est l'oiseau symbole de la plaine. On pourrait parler des perdrix, des alouettes, tous les oiseaux qui vivent en milieu agricole, ils ont exactement les mêmes soucis. Sauf que c'est plus facile de parler d'un oiseau qui est assez, on va dire, symbolique, que le busard, un rapace qui est en haut de la chaîne alimentaire, plutôt que de parler du bourrian broyé, que ça va pas... Déjà, le busard cendré, c'est pas évident. Voilà, donc bourrian, c'est une sorte de gros moineau qui niche aussi dans les champs, qui a besoin d'insectes comme la perdrix. Donc c'est clair que là, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour voir que toutes ces espèces de ce milieu disparaissent. Oui, il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille à Nature Haute-Marne. On travaille ou on s'investit. C'est par rapport à des projets qui touchent à l'eau, à la rivière ou au fleuve. On a la chance en Haute-Marne d'avoir un fleuve qui s'appelle la Meuse, qui est visité par les Hollandais notamment. Et dans la région de Bourmont-Clément, l'EPAMA, qui est l'établissement public d'aménagement de la Meuse-Amont, EPAMA, projette de créer des digues de rétention des eaux pour éviter l'inondation de la ville de Neufchâteau, par exemple, ou jusque Charleville-Mézières. On a été alerté par des riverains du Mouzon et de la Meuse, qui nous ont donc alertés parce qu'ils sont opposés à ça. Ça va surinonder des grandes surfaces de culture et de prairies. Et il y a d'autres travaux qui sont assez ubuesques. Un chantier, un projet qui se monte à des dizaines de millions d'euros. Nous avons proposé, nous, une solution, c'est de retenir l'eau. Donc un grand sujet, quand il y a des inondations, on parle des inondations. Il y a quelques personnes éclairées qui expriment sur le sujet en disant que l'eau, il ne faut pas l'accélérer, mais il faut la ralentir, c'est-à-dire à la source. Et là, on est à la source de la Meuse quasiment, et du Mouzon. Et notre projet, c'est de reboiser la Meuse, les rives, et pourquoi pas de recréer des ripisylves et peut-être des forêts alluviales. Ripisylve en deux mots. Alors une ripisylve, c'est une forêt-galerie à base d'arbres qui aiment l'eau. L'arbre maître, c'est l'aulne ou la verne, alnus, qui est faite pour l'eau, hein, qui a des racines, un système racinaire extrêmement dense, et en même temps qui améliore les sols parce que c'est une légumineuse et elle capte l'azote de l'air. Alors ça, c'est un des sujets sur lesquels travaille Nature Haute-Marne. Quelle autre thématique on a intervenu, comme je disais tout à l'heure, à Chaumont par rapport à des arbres battus en milieu urbain. On n'a pas trop réussi. Il y a un autre sujet à Chaumont, c'est juste à côté, c'est la création d'un centre aquatique et salle de sport, etc., où ils sont en train de travailler en ce moment, ça s'appelle la Palestra, et là on a réussi à sauver toute une rangée d'arbres tout autour, et on a essayé d'en sauver quelques autres, mais c'est des chantiers tellement dimensionnés que les pelleteuses, les bulldozers, c'est impossible à suivre. Et on n'est pas très écouté par la commune. À Saint-Dizier, alerté aussi par des riverains, c'est dans le quartier Verginy, c'est la zone du marché couvert avec une rivière qui s'appelle l'Ornelle. L'Ornelle passe sous le marché couvert et il y a une colonie de grands rhinolophes, notamment. Des chauves-souris. Ce sont des chauves-souris, oui. Donc qui nichent en souterrain, en tout cas l'été. Et il y a aussi, donc ces riverains nous parlaient d'un petit boisement qui est quasiment en cœur de Saint-Dizier, à base de vieux arbres. Il y a un saule qui doit faire 60 cm de diamètre. Il y a différentes espèces, un petit milieu, entre guillemets, naturel, mais qui est là comme un petit poumon. Et
On n'a pas réussi à grand-chose, on a relancé, on a eu une réunion à la mairie, on a fait des courriers au maire pour avoir une nouvelle réunion. On n'a pas de réponse du nouveau maire de Saint-Dizier, qui est une femme. Voilà, donc on a eu des contacts avec le conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne, justement à propos de ces chauves-souris, de cette colonie qu'ils connaissent parfaitement. Ils nous ont dit eux-mêmes que c'était très difficile de parler avec la ville de Saint-Dizier sur ces problèmes nature. Durablement vôtre, Éric Mutschler. La nature, oh, oh, la nature, gorgée de soleil, oh, oh, la nature, allongée sous le ciel, oh, comment faire pour vous parler d'elle, simplement respecter la nature. Gorgée de soleil, oh, oh, la nature, allongée sous le ciel, oh, comment faire pour vous parler d'elle, simplement respecter la nature, oh, oh, la nature, les animaux, les plantes, l'air pur, sont dans la nature. Les éléphants, les goélands sont dans la nature. On la voudrait si belle, si pure, sinon condamnée à coup sûr. Protégez-la, respectez-la, maintenant sauvez la nature, sauvez-la. Continue la suite des dossiers sur lesquels travaille Nature Haute-Marne, toujours avec Jean-Luc Bourriou, Jean-Marie Colette et Christophe Devin, respectivement coprésident et administrateur de cette association départementale. Précisément, Christophe Devin, on vient d'évoquer un certain nombre de sujets avec Jean-Marie Colette, la suite. Donc, parmi les autres sujets qu'ont à traiter les adhérents de Nature Haute-Marne, il y a notamment un espace dont Nature Haute-Marne est propriétaire à Courcelles-en-Montagne, qui est une pelouse particulièrement intéressante. Ce qu'il y a, c'est comme une pelouse conduite de manière naturelle, a tendance à évoluer et à aller vers un boisement, ni plus ni moins. Donc, on intervient manuellement, mais on a pour projet de mettre en place un pâturage extensif pour permettre de sauvegarder cette biodiversité, où ce sera le mouton qui fera la sélection et la place pour les plantes un peu spécifiques, un milieu particulièrement riche, puisqu'on l'a remarqué encore l'autre fois, avec il y avait les papillons qui avaient... Enfin, je veux dire, on n'imagine pas que dans un espace, il y ait tout un écosystème et que le sort de l'un dépend de l'autre, et donc c'est cet équilibre subtil qu'on essaye de maintenir.
Alors, on parlait tout à l'heure à la fois des balades nature, lors desquelles vous tentez de sensibiliser les participants à la nature, les balades vertes en Haute-Marne, avec un programme de sortie. J'ai là sous les yeux le programme 2018, le programme 2019 ne va pas tarder. Et pourtant, les agriculteurs découvrent encore, nous expliquait à l'instant Jean-Luc Bourriaud, eh bien, qu'il y a des busards cendrés comme ça qui nichent au sol. Ce type d'espace que vous évoquez à l'instant, Christophe Debain, c'est important aussi pour faire connaître précisément la richesse d'un milieu naturel. Et on a toujours envie de dire, mais on a encore besoin d'expliquer ça aujourd'hui, en 2019 ? On a toujours besoin d'expliquer dans le sens où les balades vertes, elles s'adressent donc à tout public, c'est d'accès libre, c'est complètement gratuit. On propose aux gens d'aller visiter des sites pour un thème soit très précis, comme l'expliquait Jean-Luc tout à l'heure, voir un peu du busard et la démarche qu'il fait pour sauvegarder les nichés, où on va aller cette fois plus sur des sites où il y aura un intérêt beaucoup plus large, un intérêt paysager, et on va, j'allais dire, s'attacher plus à du contemplatif, puisqu'aujourd'hui on traverse beaucoup d'espaces, et notamment en Haute-Marne, sans faire attention à la richesse qu'il y a derrière, quoi. On a trop l'habitude de voir les choses pour s'y intéresser, et alors qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, et c'est bien d'être guidé. Et on s'aperçoit que les gens ont ce besoin, même si, j'allais dire, on ne fait pas des centaines de personnes à chaque rendez-vous, mais il y a toujours ce besoin-là qui existe. Après, on a toujours un peu peur de tourner dans nos cercles, puisqu'on finit... Voilà, exactement, c'est un peu le risque. Alors, il y a également un sujet qui vous tient à cœur, et on le comprend, c'est le site de Saudron, et que l'on adjoint forcément à celui de Bure, en fait, les deux communes essentiellement concernées par le projet de poubelle nucléaire. Déjà, la formulation de la question poubelle nucléaire a déjà une connotation, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets où, là aussi, Nature Haute-Marne, on ne fait pas partie des associations particulièrement activistes, puisqu'il y en a d'autres là-bas qui vont manifester sur place, où nous aussi, c'est le souci de comprendre, le souci de quels sont les points d'achoppement, qu'est-ce qu'on doit à tout prix défendre comme position pour justement protéger aussi les générations futures, puisque là on ne parle pas de notre petite vie à nous, puisqu'on est sur des enjeux tout à fait autres. C'est déjà bien comprendre, et souvent Nature Haute-Marne, c'est aussi la réunion de gens qui se posent des questions et qui cherchent à comprendre. Et ensemble, on arrive parfois à trouver des éléments de réponse. Alors, à propos de projets, celui-là est d'envergure différente, et puis surtout d'une énergie, j'allais dire, différente, puisqu'il s'agit du projet de parc national des forêts de feuillus entre Champagne et Bourgogne. Quelle est la position? N'ose imaginer assez aisément, Christophe Debain, ou si l'un d'entre vous veut répondre, alors je vais poser la question autrement. Voilà, quelle est la position de Nature Haute-Marne à l'égard de ce projet de parc national? Donc là, effectivement, la Nature Haute-Marne a été aussi interpellée par ce projet pour adopter une position. Donc ce sont des projets complexes, donc on se fait... Christophe Debain, je vais vous demander simplement de rappeler le projet en lui-même et peut-être définir ce que c'est qu'un parc national, notamment à ne pas confondre avec un parc naturel régional. Voilà, le parc naturel régional, c'est un espace de développement économique où on va impulser au travers des fonds publics une dynamique pour relever une petite région. Le parc naturel national, là, on a un rôle de préservation, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à différents zonages avec un zonage de ce qu'on appellera de cœur, où on va avoir des mesures qui vont être, j'allais dire, coercitive pour dire on ne fait pas de choses qui iraient à l'encontre des choses qu'on veut préserver, des enjeux du territoire. C'est le cœur du parc. Tout à fait, le cœur du parc a été très très ciblé, où on a évité les industries. Enfin, le découpage du parc pose déjà question. Quand on voit sa géographie, on peut s'interroger. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on a vraiment tourné autour des choses pour ne pas les mettre dedans, quoi. On sent de la petite négociation du marchandage de coin de table, et c'est vrai que c'est un peu gênant. Après, on sent bien aussi que l'enjeu est la forêt. L'État y met une réserve intégrale de 3000 hectares. Après, on peut regretter qu'en attendant que le parc naisse officiellement, il continue à puiser généreusement dedans pour ses ressources.
Donc on peut s'étonner de ces choses-là. On essaye de pointer aussi les choses où on ne voit pas, mais par rapport à ce secteur des petites régions de Côte d'Or et de Haute-Marne, on dit ça fait partie de la dernière chance. Après, on peut se demander si ce n'est pas aussi un pendant du sujet précédent qu'on vient d'aborder avec Bure-Saudron. C'est-à-dire développer ce point. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut Bure-Saudron, il faut pouvoir faire, entre guillemets, avaler la pilule aux locaux, puisque on va amener des choses qui ne sont pas forcément compatibles avec une occupation humaine à long terme, et qu'à partir de ce moment-là, si on se refait une virginité naturelle à côté avec un espace préservé pas très loin, on peut peut-être permettre de faire digérer l'ensemble. Alors, je vous vois sourire, Jean-Marie Colette, c'est à peu près le point de vue que vous défendez, en tout cas un certain désaccord avec le projet de parc national ou cette démarche de destruction de la nature avec des réserves, comme disait François Terrasson. Oui, François Terrasson disait « j'ai des réserves sur les réserves ». C'était un chercheur du Muséum national d'histoire naturelle qui est décédé il y a une dizaine d'années. Oui, je pense que, comme dit Christophe, c'est donnant-donnant. Vous acceptez Bure-Saudron, vous acceptez les déchets, la poubelle nucléaire pendant des millions d'années. En contrepartie, on va vous aider à vous développer un peu dans votre petite région. Bon, il y a la chasse, d'accord. Vous avez des forêts, mais ce parc national, ce sera quand même une vitrine pour le département, notamment de la Haute-Marne. Je ne sais pas si la Bourgogne en a vraiment tellement besoin, parce que la Bourgogne, c'est une autre entité. La C20, qui sont connues dans le monde entier. La Haute-Marne est connue quasiment nulle part. Heureusement qu'on a colombé les deux églises. Mais je crois que ça a fait partie de la donne. Ouais. Bure et le parc national. Voilà, on aura sûrement là, le parc. Nous espérons, nous sommes nombreux à espérer que Bure ne se fera pas. Où sont les jeunes, Jean-Marie Colette? Ah, les jeunes. Les jeunes, on est dans un département très rural, une grande ville, Saint-Dizier, 30 000 habitants, une ville moyenne, préfecture Chaumont, 25 000 habitants, Langres, une ville millénaire, multimillénaire, 4 000 habitants, 5 000, 6 000. Ça veut dire que c'est en Haute-Marne la population d'une moyenne française. Oui, elle fait partie, comme les départements de la Creuse, de l'Ardèche, de ces départements, de ces territoires, comme on dit maintenant, ce mot territoire, qui perd des habitants par mortalité des plus vieux et puis par bien entendu une natalité qui n'est pas très, très féconde, mais ces jeunes qui naissent bien souvent partent. Beaucoup font leurs études primaires, secondaires ici et après ils sont attirés par des carrières dans les grandes villes, dans les grandes cités. Jean-Marie Colette, la Haute-Marne, c'est pourtant une très belle région. Oui, comme a dit Christophe, il suffit de regarder derrière la vitre de la voiture et c'est une très belle région. Il faut aller dans ces petits coins. Mais elle est décrite dans différents bouquins et il suffit de vouloir la découvrir. Quand ma belle a eu 30 ans c'est pas tous les ans. Je me suis dit je vais lui faire un cadeau d'anniversaire. Quand ma belle a eu 30 ans, puisque c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire, un modèle à toute épreuve, garantie pièces et main d'œuvre, dans un emballage cadeau, un beau refroidisseur d'eau, en vrai béton naturel, avec gravé au burin. Nucléaire plus qu'hier et bien moins que demain. Quand ma belle a eu 30 ans c'est pas tous les ans, je me suis fendu, j'ai offert une petite centrale nucléaire. Quand elle a vu ça, ma belle, elle a laissé sa vaisselle. Elle est sortie de la cuisine, je m'en vais chercher les voisines. Quand les voisines ont vu ça, elles en ont perdu les bras. Elles ont dit Dieu qu'il a fait une petite centrale nucléaire. Une petite centrale nucléaire avec tout le nécessaire, un modèle à toute épreuve, garantie pièces et main d'œuvre, dans un emballage cadeau, 4 crayons d'uranium et un petit mémorandum, comment faire du plutonium. Plutonium, le confort atome.
Miam. Quand elle a vu sa Mabel, elle a laissé sa vaisselle. Elle a dit Dieu quelle affaire, une petite centrale nucléaire. Quand on a eu la migraine, on s'est dit c'est la trentaine. Et puis comme ça tout d'un soir arrive un drôle de brouillard. Brouillard, v'là le chat qui perd ses poils et le poisson qui s'écaille. On s'est dit y a rien à faire, faut faire venir un expert. Un petit expert nucléaire avec tout son nécessaire. Un expert à toute épreuve, 40 pièces et main d'œuvre. Il a regardé les soudures, il a dit il y a des fissures, il y a des pépins dans le noyau. Et le noyau noyé d'eau font évacuer l'immeuble. Surtout pas toucher aux meubles. Vous n'avez qu'une chose à faire, vous défaire du nucléaire. La, la, on s'est retrouvés dans la rue sans abri, presque tout nus. Et les autres locataires qui nous regardaient de travers. Alors ma belle tendrement m'a embrassé en disant après tout ça, moi je préfère... Jean-Luc Bourriou, Jean-Marie Colette, Christophe Devain, respectivement coprésident et administrateur de Nature Haute-Marne, séquence parcours personnel. On va commencer par vous, Jean-Luc Bourriou. Votre parcours, que faites-vous dans la vie? Et puis d'où vient votre engagement? Pourquoi votre engagement au sein de Nature Haute-Marne? Je suis arrivé, on va dire par hasard, en 1985 en Haute-Marne, par mon métier, garde forestier. C'est l'ONF que j'ai pris le poste le plus au sud, le plus à l'ouest, qui pouvait me rapprocher de ma Sologne et mon Berry natal. J'avoue que je suis tombé quand même amoureux, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai bien apprécié la nature en Haute-Marne, la nature et ses habitants. Et naturellement, j'ai adopté, je pense que je me suis fait adopter, et donc défendre la nature en Haute-Marne, ça m'a paru naturel, et avec l'association de Nature Haute-Marne qui m'a permis de rencontrer aussi des gens sur toute la Haute-Marne. Il vous reste donc à faire des émules autour de vous. Jean-Marie Colette, même question au pluriel. Eh bien, pour moi, je suis vosgien de cœur et d'origine quasiment. J'ai grandi en Haute-Marne quand même. Bon, c'est peut-être par filiation. Mon père était jardinier et moi, la nature, je l'ai aimée. Donc, je suis devenu un peu sur le tard forestier. Et cette Haute-Marne, j'y habite depuis plus de 60 ans. Et c'est un département que je découvre toujours, quoi. Il y a plein de choses à voir partout. C'est sûr, il faut avoir la fibre nature et s'éloigner des centres-villes, des centres Leclerc et compagnie. Ça ne vous agace pas encore aujourd'hui de voir vos compatriotes ne pas partager cette sensibilité à la nature, Jean-Marie Colette? C'est un agacement. Je ne sais pas si c'est de l'agacement. Je pense que c'est... on se fait une raison parce que de toute façon... c'est difficile à dire, mais la plupart des gens préfèrent le clinquant, les lumières, la vie, comme on dit, facile. Il faut reprendre la chanson de ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie, etc. Voilà, moi je suis resté ici et la nature, elle est partout. Je suis mondialiste dans le sens où on la défend où on est. Et enfin, Christophe Devain, même question. Donc là, moi c'est un peu différent. Enfin, j'allais dire, j'ai l'impression que c'est comme mes deux acolytes. Je suis originaire de Thiérache, donc pas Haut-Marnais d'origine. Après, j'ai rencontré une Haut-Marnaise, ça explique la fixation. Et le cadre est intéressant. C'est vrai Et professionnellement, vous êtes également forestier, parce qu'il faut être forestier pour être... Non, je viens du monde agricole. Je suis un petit peu, j'allais dire, qui détonne dans l'affaire, dans le sens où je viens du monde agricole et en plus avec une spécialité foncière. Donc pour tout ce qui est remembrement notamment, je suis arrivé pour ça. Donc on les fait différemment. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à mes comparses. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? À Nature Haute-Marne, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Tout de suite, là, c'est vrai que je serais... Jean-Luc Bourriou. Voilà, je serais plutôt
coup de gueule, gentil, hein, parce qu'on n'est pas des méchants. Mais moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est je sors pas mal écouter les chouettes la nuit. Je vois les églises illuminées, alors que personne fréquente les églises. Et juste à côté, les écoles qui tombent en ruine ou qui servent de bâtiments plus ou moins utilisés. Alors que c'est caricaturé, mais la croyance, on l'illumine, alors qu'on ne croit plus en grand-chose. Et puis le savoir, on a tendance à... Ça, c'est un coup de gueule de mécréant, ça. Le savoir, disons, on ferme les écoles. Même, alors, on va dire qu'il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus d'enfants, mais c'est pas grave. On peut encore aller à l'école même à 50 ans, à 60 ans. Moi, je suis prêt à aller à l'école pour apprendre des choses, rouvrir les classes. Ça serait sympa. On se retrouverait dans nos communes, toutes les communes où il y a des écoles. Chouette, il y a des écoles filles, des écoles garçons. À la limite, on peut tous se regrouper encore, faire des écoles mixtes. Mais franchement, c'est ce qui me peine un petit peu, d'illuminer ces églises. On comprend bien la symbolique de votre coup de gueule, Jean-Luc Bourriaud. En même temps, on va vous dire que, oui, ça donne de l'esthétique à nos villages. Les gens qui passent, les touristes, trouvent ça joli et c'est tout simplement romantique et plaisant. Oui, c'est le bling-bling. Alors la pauvre chouette qui se retrouve illuminée dans le phare, personne ne la regarde. Hein. Oui, c'est vrai que c'est des beaux bâtiments, mais ils ont 200 ans, 300 ans. Personne ne les fréquente. L'école, à mon avis, tout le monde l'a fréquentée il y a encore moins longtemps, mais elle tombe en ruine et ça, c'est dommage. Alors il y en a qui sont réhabilités en logement, mais c'est pas fait pour faire des logements. Vous n'avez pas toujours le sentiment, Jean-Luc Bourriaud, que finalement, seul ce qui est de création humaine est digne d'intérêt. La nature, l'homme n'y est pour rien. Voilà, elle était là avant lui, elle sera peut-être là après lui. Ça ne mérite pas l'attention humaine. Seule la création humaine est digne d'intérêt, comme par exemple un bâtiment quelconque. J'ai du mal. Hein. Moi, je suis dans le contemplatif. J'aime bien observer la nature. Ce que l'homme a fait, si on pouvait... Ça ne vous épate pas? Non, sincèrement, moi, je fais du jardin. Si on pouvait laisser aucune trace de mon passage, si je pouvais laisser aucune trace, ça m'arrangerait bien. J'ai pas envie de laisser de traces. Est-ce que c'est pas un peu le travers du discours écolo, Jean-Luc Bourriaud, que de dire finalement on supprime l'homme de la nature, il n'y aura plus de problème d'écologie, quoi? Non, moi je tiens à la place de l'homme qui reste à sa place, qui passe, qui ne fait que passer, mais qui laisse la place aux successeurs, quoi. Moi, ça m'embête de laisser un bidon de déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. Ça m'embête. Et je vais peut-être laisser que ça en Haute-Marne en plus, c'est ça qui est dommage. J'ai travaillé toute ma vie, je dirais, pour des arbres qui poussent, qui meurent, ça me dérange pas. J'aurais pas laissé, je dirais, d'arbres grâce à moi. Et vous, les petits oiseaux, c'est pareil. Hein, quand je parlais des busards, j'en ai sauvé des centaines. Ils sont tous morts. Il y en a d'autres qui ont repris la relève. Mais bon, on ne fait que vous qui êtes forestier, Jean-Luc Bourriaud, les bidons, alors pas nucléaires, c'est pas si bien en plastique que l'on laisse traîner en forêt, en bord de chemin, en bord de champ. Vous comprenez ça comment? Il y a beaucoup de déchets qu'on laisse sur le bord de la route. Entre guillemets, c'est des petites marques. C'est peut-être une sorte de marquage de territoire, je ne sais pas. Les gens, il faut qu'ils jettent quelque chose pour marquer leur passage. C'est triste, mais bon, j'espère que c'est... Oui, je ne sais pas, franchement. Ça, c'était pour le coup de gueule. Coup de cœur, Jean-Marie Colette. Oui, je ne voudrais pas faire croire que je n'ai pas de coup de gueule. Bure, par exemple. D'ailleurs, on ne vous croirait pas. Bure, par exemple, est quelque chose d'immonde. Il suffit de regarder ces pauvres gamins qui sont nés déformés suite à Tchernobyl, par exemple. Je ne comprends pas. Bref, mais je voudrais terminer sur une note optimiste. Je voudrais avoir un coup de cœur pour une femme, une Hollandaise d'origine, son père est chinois, sa mère hollandaise, qui est l'été dernier, du mois de mai au mois de juillet, a descendu la Meuse, depuis sa source à Pouilly en Bassigny jusqu'à l'estuaire de la Meuse et du Rhin en mer du Nord. Elle s'appelle Li Anne Foa. Elle a son site qui s'appelle Drinkable Rivers,
en anglais. Donc Pour, rivière buvable ou rivière potable. Potable. Et c'est une femme qui a pour objectif de rendre nos rivières buvables, potables. Pouvoir prendre de l'eau avec sa main dans la rivière et boire quand on a soif. Elle habite donc à l'estuaire de la Meuse et il faut savoir que pour les Hollandais, je connais quelques Hollandais, beaucoup de Hollandais même, et notamment cette femme, pour eux la Meuse c'est leur fleuve, c'est le fleuve qui leur apporte l'eau potable. C'est le fleuve majeur. Le Rhin ne l'est pas, beaucoup moins. La Hollande est une île, oui, et puisent leur eau potable dans la Meuse. Elle veut faire cette démarche, donc elle a fait cette marche, donc qui lui a pris 2 mois. L'année dernière, en 2018. Elle fait des analyses de l'eau qu'elle a envoyées dans un laboratoire. Elle mobilise aussi les enfants pour les sensibiliser à ça. Et elle a cette démarche aussi qu'elle va faire sur d'autres fleuves, notamment en Chine, sur le fleuve jaune. Elle a cet objectif. Et c'est une femme formidable que j'ai côtoyée de quelques jours. Je l'ai accompagnée dans cette marche avec d'autres personnes. Voilà, Liane Foa, c'était mon coup de cœur 2018. Est-ce que ça paraît pas un projet tellement fou, Jean-Marie Colette, et en même temps presque évident, parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, l'eau de nos fleuves était effectivement potable? Oui, les esturgeons étaient dedans, etc. Mais c'est fou, bien sûr. Depuis 40 ans, 50 ans, quasiment toutes les populations, je dirais, occidentales des pays développés vont au supermarché acheter des milliards de litres d'eau à des prix astronomiques. Ça, c'est un combat pour l'eau. L'eau, c'est la vie, bien sûr. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il faut du soleil, il faut de la terre. Mais l'eau, c'est l'élément le plus sensible et le plus fragile, en fait, qu'il faut vraiment sauver. Sauver l'eau. Jean-Luc Bourriou, Jean-Marie Colette, Christophe Devin, merci. 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 Voilà pour ce reportage sur l'association Nature Haute-Marne, avec Jean-Luc Bourriou, Jean-Marie Colette et Christophe Devin, respectivement coprésidents et administrateurs de l'association. Pour en savoir plus, soutenir ou participer aux nombreuses activités et sorties, rendez-vous sur nature52.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre Alerte pesticides par le groupe Les Homotoxicus dans un clip vidéo réalisé en 2011 à l'occasion de la semaine d'alternatives aux pesticides. La Nature par le groupe Cana paru sur l'album éponyme sorti en 2000. Et enfin La Petite Centrale par le Belge André Bialek paru sur l'album Nord-Sud sorti en 1981. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.